essai également. Après la peste noire, hein, qui impose une trêve, de fait, on a une nouvelle offensive anglaise, une double chevauchée. Donc on en a une qui est menée par Édouard III, le roi d'Angleterre, qui va débarquer en Normandie, et une autre qui est menée par Édouard, le fils d'Édouard III, qui est donc le prince noir, c'était son nom à l'époque, qui est un très bon militaire par ailleurs, on le verra, qui lui débarque en Guyenne, donc vers Bordeaux, donc en territoire anglais hein, pour le coup. Et leur but, c'est de rejoindre les deux chevauchés devant Paris et d'essayer de prendre Paris. En réalité, ce plan, ça veut dire que les deux chevauchés vont se rejoindre vers Poitiers. Et alors, le nouveau roi de France, Jean II le Bon, il décide d'empêcher la fusion des forces anglaises en bloquant le prince noir, qui vient donc de Guyenne, à Poitiers. Et donc là, on a la bataille de Poitiers le 19 septembre 1356, et on a les Français qui sont écrasé par les Anglais, et on a même le roi français Jean de Lebon qui participait à la bataille, qui est capturé à Poitiers en 1356. C'est un fait très très rare qu'un roi français soit capturé. Juste après ça, on a donc le roi de France, Jean de Lebon, qui est retenu en otage à Londres, et on a donc le dauphin, le fils de Jean II, qui s'appelle Charles, et qui sera Charles V, qui doit mener le royaume pendant que son père est retenu en otage. Alors pendant ce temps, d'ailleurs, Jean II le Bon, qui est un roi catastrophique, va essayer de faire des accords de paix avec Édouard III, des accords tout à fait délirants où il donne la majeure partie du royaume de France à Édouard III. Les accords sont même discutés en France, mais Charles V n'acceptera jamais aucun accord. On a par ailleurs la Grande Jacquerie, je ne vais pas développer là-dessus, mais en 1358, les paysans se rebellent contre les nobles en France. Ça vient du fait que la situation en France est catastrophique et que les champs sont dévastés, etc. Il faut juste comprendre que Charles V a eu une adolescence mouvementée. Donc il devient Charles V et il va donc s'opposer à Édouard III, c'est le nouveau roi de France quand son père meurt, et il va lui opposer, la technique du sage. Qu'est-ce que c'est la technique du sage? Tout simplement, on a retenu le principe de chevaucher des Anglais, donc de venir avec une armée, de rafler un maximum de butin et de s'en aller, et évidemment de créer des tensions sur le territoire adverse. Charles V, en fait, il n'a pas les finances pour lever une armée. Donc les rares finances qu'il a, il va les utiliser pour améliorer les murailles des villes. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va laisser les Anglais se balader sur le territoire. Et en ne faisant rien, la chevauchée va pas pouvoir prendre les villes parce qu'elles sont devenues trop puissantes, trop bien défendues. Et à part ravager les champs, il n'y a pas grand chose à faire. Donc les chevauchées anglaises vont en fait toutes échouer et les soldats anglais seront très mécontents parce qu'il n'y aura pas de butin. Ce qu'on appelle la technique du sage, en fait, c'est une non-réaction du roi de France. Mais c'est très intelligent dans ce contexte. Et c'est d'ailleurs cette technique du sage qui va amener à la trêve de Brétigny, qui est une grande et importante trêve de la guerre de Cent Ans, en 1360. Par la trêve de Brétigny, d'ailleurs, une large partie du territoire français va revenir aux Anglais. Mais la guerre va reprendre ensuite. On a ensuite une période d'environ 10 ans, donc entre 1360 et 1370, qui va être une guerre de proxy, en réalité. Ça veut dire quoi, guerre de proxy? J'en ai jamais entendu parler. On va donner un exemple très simple. On revient sur la guerre de succession de Bretagne, qui a toujours cours. Chacun, français et anglais, ne vont pas s'affronter directement, mais ils vont s'affronter par champions interposés dans cette guerre de succession. Donc ils vont le faire pour la guerre de succession de Bretagne, qui prend fin en 1364. Ils vont aussi le faire pour la guerre de succession de Castille, le nord de l'Espagne, avec notamment ce qu'on appelle les bandes. Alors les bandes, c'est simplement les armées françaises et anglaises qui sont désengagées, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus à combattre et elles ne savent plus quoi faire, mais elles restent sur le territoire français et elles dévastent le territoire français pour survivre tout simplement. Donc on va utiliser ces bandes pour les envoyer loin et les envoyer combattre et éventuellement mourir, parce que c'est mieux, ça nous débarrasse de la vermine quelque part. En 1370, je l'ai dit, la guerre reprend entre Français et Anglais, donc la vraie guerre, ce qu'on appelle la guerre noble. Et Charles V, qui est un roi très intelligent, va nommer en tant que connétable, alors connétable ça veut dire chef généralissime, chef militaire, mais aussi ministre en réalité, et il va nommer à ce poste Bertrand du Guesclin. Il est excessivement talentueux. Donc lui, il va être tout simplement envoyé par Charles V dans tous les coins de la France,
pour repousser les Anglais partout, et il va réussir partout. Si bien que le territoire français, disons, qui avait été donné aux Anglais à la trêve de Brétigny, va largement se réduire grâce à l'œuvre de Du Guesclin, et ça va provoquer une nouvelle trêve en 1375 qui va tout simplement arrêter les combats pendant plusieurs années, en réalité pendant toute la fin du XIVe siècle, entre les Français et les Anglais. D'ailleurs, juste après cette trêve, on a Du Guesclin, mais également Charles V, donc le roi et son connétable en France, mais aussi Édouard III, le roi d'Angleterre, et le prince héritier, le prince noir, qui s'appelle Édouard également. Donc c'est 4 personnages clés qui vont mourir en fait dans les 5 années à venir. Alors, ils vont mourir, donc j'imagine que si c'est une trêve par mort naturelle ou maladie, etc. Absolument, vraiment de vieillesse ou de maladie, de fatigue. Et du coup, on l'a compris, les principaux acteurs de la guerre sont morts. C'est pas pour autant que la guerre est terminée. On a ce qu'on appelle ensuite la suprématie des oncles. Donc des deux côtés de la Manche, on a un roi mineur. En fait, les deux situations se ressemblent énormément. On a Charles VI, qui s'appellera Charles VI le Fou, ensuite le Folle. On va comprendre pourquoi très rapidement. Et du côté londonien, on a Richard II. Les deux sont des rois mineurs, comme je l'ai dit, donc ce sont les oncles qui vont prendre le pouvoir et qui vont régenter. En réalité, des deux côtés, on a 3 oncles, et on a l'un des 3 oncles qui va prendre l'ascendant sur les autres. Donc des deux côtés de la Manche, on a l'un des 3 oncles qui va prendre le pouvoir en réalité. On a le duc de Bourgogne en France, et outre-Manche, on a le duc de Lancastre, qui vont tout simplement mener les deux royaumes. La guerre ne reprend pas, mais il y a une bonne raison à ça, c'est que des deux côtés, il y a mieux à faire. Donc déjà, des deux côtés, on n'a plus trop les finances, surtout du côté anglais, et puis encore une fois, surtout du côté anglais, on a une guerre civile. Donc Henri de Lancastre va tout simplement dégager Richard II, et par ailleurs sûrement l'assassiner, on n'en est pas sûr, mais il a disparu de manière assez floue, dans une prison. Et Henri de Lancastre prend donc le pouvoir sous le nom de Henri IV. Et de l'autre côté de la Manche, en France, on a les 3 oncles qui se tirent un peu la bourre pour capter du territoire et profiter de la folie du roi français, Charles VI, qui s'est totalement déclaré. En France, toujours, les oncles vont commencer à vraiment se faire la guerre. On a le Parti des Princes qui va affronter le plus puissant des oncles, donc le duc de Bourgogne. Et cette guerre civile également en France, donc on a des guerres civiles des deux côtés, hein. Cette guerre civile, elle va dégénérer dans le sens où chacun des partis va demander l'aide du roi d'Angleterre, tout simplement. Et Henri IV ne va évidemment pas s'en priver, il va servir le plus offrant. Sauf que les Français vont se réconcilier, puis refaire la guerre, etc. Donc on a un mouvement avec le duc de Bourgogne contre le Parti des Princes, les deux demandant l'aide de l'Angleterre successivement, etc. jusqu'à ce que Henri IV meure et que ce soit son fils, Henri V, qui monte sur le trône d'Angleterre. Henri V, il est beaucoup plus belliqueux que son père. Et ça tombe bien, les Français ont décidé d'enfin se liguer contre les Anglais, de bouter l'Anglois hors de France, comme le dit la célèbre citation, et ils vont donc affronter Henri V à la fameuse bataille d'Azincourt, le 25 octobre 1415. Et alors là, rebelote, on a les Français qui sont en large supériorité numérique, qui provoquent le combat également. Ils vont donc choisir le terrain. Et ce terrain, ils vont choisir un terrain de 2 km de large, ce qui n'est pas du tout assez pour contenir toute l'armée française. Donc l'armée française va être disposée en une trentaine de rangs, et on va même se priver des unités de trait, c'est-à-dire les archers, les arbalétiers. Donc en France, on s'est dit, en fait, on va mettre toutes nos unités en ligne successive, ce qui est une tactique militaire absolument désastreuse, et on va enlever tout ce qui est archer. On a attaqué les Anglais, qui eux étaient préparés avec encore une fois des archers longs, et les premiers rangs, c'est-à-dire les nobles qui voulaient absolument se battre à ce moment-là, ont été décimés, et finalement les quelques premiers rangs se sont battus, et les rangs vraiment compétents, avec les vrais hommes de guerre qui auraient pu faire la différence, ne se sont même pas battus. Ils sont partis en déroute immédiatement, et on s'est donc encore fait écraser à la bataille d'Azincourt pour rien. Alors, moi j'ai une question par rapport en fait à tout cet épisode de la guerre de 100 ans. Comment en fait commence un affrontement une fois que les deux armées sont face à face? Qu'est-ce qui déclenche l'affrontement? Donc souvent on a une armée qui va en pourchasser une autre, c'est ce qu'on a vu par exemple pour Crécy, hein, en 1346. Généralement c'est l'armée française d'ailleurs qui poursuit l'armée anglaise. Une fois qu'elles se voient, elles sont pas encore à portée de tir mais elles se voient,
Ensuite, on attend. On attend que l'une des deux armées attaque. Ils peuvent très bien se regarder dans le blanc des yeux pendant 1-2 jours, hein. Ça peut vraiment durer longtemps. Et à cet exercice de patience, les Français, on est très mauvais. Donc on est toujours les premiers à céder et à attaquer frontalement, généralement avec de la cavalerie, contre des archers longs, contre une position en fait fortifiée par les Anglais, donc une position largement dominante. Et c'est aussi pour ça qu'on se fait laminer constamment. Après ce désastre d'Azincourt, Henri V d'Angleterre a largement l'avantage. Donc c'est tout aussi normal qu'il prenne Paris. Donc il va prendre Paris, hein, tout simplement. Henri V, il a comme ambition de faire couronner son fils, le futur Henri VI, roi d'Angleterre, mais aussi roi de France. Il veut donner une double monarchie à son fils. Et donc Henri V, pour mettre en place ce stratagème, pour donner la double monarchie à son fils, il va passer un accord avec Charles VI, qui est fou de toute manière, hein, roi de France, mais qui est fou, et qui est totalement sous sa tutelle. Et l'accord consiste à dire, quand Charles VI va mourir, il donne légalement la succession, l'héritage, à Henri VI. Donc le roi français donne l'héritage au fils du roi anglais. C'est comme ça qu'il compte mettre en place la double monarchie. Et dans ce jeu-là, évidemment, celui qui est spolié, le futur Charles VII, c'est-à-dire le dauphin, donc le fils de Charles VI, c'est un peu dur à suivre, mais le fils du roi de France, tout simplement, qui lui mène le parti des princes, donc mène le combat contre les Anglais, pour faire grossièrement. Et de ce côté à lui, ça va mal se passer également, parce que le parti des princes, qui s'était finalement réconcilié avec le duc de Bourgogne pour mener cette catastrophe qui est Azincourt, juste après Azincourt, va à nouveau exploser, et pas pour rien. Simplement, Charles VII, le futur Charles VII, va décider, pour pas grand chose, d'assassiner le duc de Bourgogne. C'est ce qu'on appelle l'assassinat de Montereau. Évidemment, ça propulse la Bourgogne dans le camp anglais à nouveau. Donc on a à nouveau une espèce de guerre civile entre les Français, tout en menant une guerre contre les Anglais. Donc ça remet en place le problème. On revient sur Henri V maintenant. Henri V, évidemment, il était dans la fleur de l'âge, personne ne pensait qu'il allait mourir avant le vieux et fou Charles VI. C'est pourtant ce qui arrive à quelques mois d'intervalle, et donc là on a un problème. Vu que Charles VI était encore vivant à la mort d'Henri V, est-ce qu'on peut réellement mettre Henri VI sur le trône de France? Ce qui va se passer, c'est que les deux frères d'Henri V vont mener la régence, non seulement en Angleterre, mais aussi sur les possessions anglaises du territoire français. Et l'un d'eux, le plus intelligent et le plus capable, qui s'appelle Bedford, il va effectivement faire couronner Henri VI roi de France. La légitimité est un peu bancale, le sacre est totalement bâclé, et Henri VI va en fait passer quelques mois en France et ne plus jamais y remettre les pieds. Mais pour le moment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va avoir en réalité comme deux rois de France. Parce que Charles VII va bientôt se faire sacrer aussi, grâce à un acteur qu'on va aborder maintenant, qui s'appelle Jeanne d'Arc. Donc on a Bedford. Pour bien comprendre la situation, Bedford mène l'activité anglaise en territoire français. Et il va décider d'assiéger Orléans, le fameux siège d'Orléans. C'est à ce moment-là que Jeanne d'Arc, une illuminée, comme il en existe plein à ce moment-là, va venir voir Charles VII, futur Charles VII pour être exact, donc le dauphin, celui qui devrait se revendiquer roi de France, qui mène le parti des princes, et elle va essayer de le convaincre de repousser les Anglais et d'aller se faire sacrer à Reims, justement roi de France. Charles VII est méfiant de prime abord, mais le pari qu'il va faire, c'est au point où on en est, qu'est-ce qu'on a à perdre? Donc il va effectivement envoyer Jeanne d'Arc au siège d'Orléans, et Jeanne d'Arc va briser le siège d'Orléans. En tout cas, c'est ce qu'on dit, mais c'est pas forcément la vérité. Tout simplement, pour remettre dans la vraie situation, on a dit plutôt que les sièges étaient paradoxaux à ce moment de l'histoire, et que les assiégeants tenaient moins longtemps que les assiégés. Bedford, le régent anglais du territoire français, il mène ce siège depuis déjà plusieurs mois, et il voit que ça ne mène à rien, et qu'il va devoir de toute manière lever le siège. Mais il lui faut un prétexte, il peut pas lever le siège juste comme ça, ce serait un échec avoué. Donc il va utiliser totalement Jeanne d'Arc comme prétexte, c'est-à-dire que Jeanne d'Arc arrive effectivement à Orléans, et elle, sa brillante stratégie militaire, c'est on ouvre les portes et on attaque frontalement. Donc on a un chef militaire français qui va proposer une manière plus intelligente de procéder, et c'est comme ça que va être établi le plan. Mais en réalité, Jeanne d'Arc n'aura qu'à peine le temps de sortir parce que les Anglais sont déjà en train de partir. Pour la raison qu'on a évoquée juste avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une vraie victoire des Français au siège d'Orléans, c'est plus les Français sortent et les Anglais partent, tout simplement parce que le siège c'est trop long, trop coûteux, etc.
Bedford doit donc justifier son échec, comme je l'ai dit, il va repousser la faute sur Jeanne d'Arc, qui va donc devenir un double symbole, symbole pour les Anglais à écraser, mais également symbole pour les Français, qui, elle est déjà une illuminée, et effectivement ce qu'elle a dit se réalise, en plus elle réussit dans ses projets, donc elle devient un fort symbole. Jeanne d'Arc propose ensuite à Charles VII d'aller se faire sacrer à Reims, Reims qui, je le rappelle, est dans le territoire du duc de Bourgogne, donc c'est un territoire ennemi à ce moment-là. Et Charles VII, qui sait qu'elle est très influente à ce moment-là, va accepter, tout simplement. Et donc avec son armée et avec Jeanne d'Arc, ils vont aller jusqu'à Reims pour effectivement procéder au sacre, qui sera bâclé, tout comme le sacre de Henri VI l'avait été. Donc Charles VII est sacré à Reims, mais ce n'est absolument pas un miracle. C'est-à-dire que les villes sur le chemin de l'armée française n'ont absolument pas voulu interférer avec la marche française, tout simplement parce que la marche française ne passait pas par des sièges des villes, elle passait juste entre les villes. Donc les villes n'avaient aucun intérêt à sortir et affronter le roi de France, qui avait une puissante armée par ailleurs, elles ont juste laissé faire. Charles VII est sacré roi de France, il revient ensuite dans sa partie du royaume, la partie qu'il gère en tout cas, et sur la route du retour, il passe devant Paris, Paris qui est sous la main des Anglais. Jeanne d'Arc propose alors d'attaquer Paris et de prendre Paris. Charles VII, qui est réfléchi et qui est tout à fait conscient du manque de moyens qu'il a, lui dit tout simplement « Moi je ne le ferai pas, mais si une partie de l'armée veut tenter le siège de Paris, qu'elle le fasse. » C'est exactement ce qui se passe. Jeanne d'Arc, avec une petite partie de l'armée, va tenter le siège de Paris. Alors si la grande armée ne pouvait déjà pas se permettre de faire le siège, une petite partie de l'armée, évidemment, ne va pas réussir dans ce projet. Donc Jeanne d'Arc est totalement repoussée au premier assaut, et on a donc un symbole qui vient d'être brisé, elle est vaincue, donc elle ne sert plus à rien. Donc Charles VII veut s'en débarrasser. Charles VII envoie donc Jeanne d'Arc à Compiègne, qui est actuellement assiégée par les Anglais également. Une fois Jeanne d'Arc arrivée à Compiègne, toujours dans le même esprit, elle propose de faire une sortie frontale et d'attaquer les Anglais, et les dirigeants français vont tout simplement lui dire « Aucun problème, passe devant ». Jeanne d'Arc va sortir de la ville, les portes se referment derrière elle, elle est toute seule, elle se fait capturer par les Anglais, elle finira sur le bûcher le 30 mai 1431. En parallèle de toute cette histoire avec Jeanne d'Arc, les Français et les Anglais continuent de se battre. Et on a d'ailleurs la défaite de Verneuil qui est quasi aussi importante qu'Azincourt, on n'en parle juste jamais. Elle se déroule en 1424. Mais on a aussi une victoire française très importante, qui est la victoire de Patay en 1429. Pendant ce temps-là, en Angleterre, c'est le bordel. C'est aussi pour ça qu'ils ont accepté la trêve. Ils n'ont tout simplement plus de chef militaire, ils n'ont plus les moyens, et ça commence à franchement partir en guerre civile en Angleterre. Pour autant, Charles VII, en France, il veut bien reprendre son territoire. Donc il va réenchaîner à nouveau sur une période d'hostilité, parce que lui il a des bonnes finances, une armée qui commence à être très structurée et très puissante. Il a également une artillerie, c'est le tout début de l'artillerie, et on a en France, c'est la meilleure artillerie d'Europe. Et il va donc reprendre les combats avec une guerre éclair en Normandie, notamment avec la victoire de Formigny en 1450. Il récupère la Guyenne par 2 fois, et notamment la deuxième fois en juillet 1453. Il va battre le dernier, et d'ailleurs vieux, chef anglais, qui s'appelle John Talbot, qui est, pendant la bataille, totalement torché. C'est-à-dire qu'il est vraiment littéralement bourré. Et il va se faire écraser pendant cette bataille de Castillon en juillet 1453. En Angleterre, on a la guerre des 2 roses, qui est une guerre civile qui va commencer. Donc la guerre qui pouvait, pour l'instant, va vraiment se déclarer. C'est d'ailleurs la guerre qui a inspiré largement Game of Thrones. Et pour donner un grand angle, en Europe, on a la chute de Constantinople, c'est-à-dire que les Ottomans sont en train de prendre largement le dessus sur le Proche et le Moyen-Orient. Ils arrivent également en Europe, ce qui va motiver la découverte du Nouveau Monde par les Européens. Merci de m'avoir écouté, c'était Virgile Imbert pour la seconde partie de l'épisode 4 de Conquête et Conflit, un podcast Good Morning ISEG.